Bonjour à tous les membres du Conseil de la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, comme vous savez, on a plusieurs présentations ce matin fort pertinentes et on va, Massimo, on va prendre les questions du public tout de suite. Oui. Madame Vachon est déjà en ligne, j'imagine, prête à prendre… Non, Madame Vachon, ça va être reporté. On a eu un problème d'agenda, ça va être à la prochaine séance du Conseil. Alors, il n'y aura pas de point. Il va y avoir 3 présentations plutôt que 4, c'est ce que vous voulez dire? Exactement. Il va y avoir le logement social, le télétravail et le RCI. Excellent, parfait. Alors, écoutez, on va passer tout de suite à la période de questions. Maître C.A., si vous voulez nous lire les questions, on en a 3 et ça commence avec, la première est de M. Pigeon. Oui, alors M. Lucien Pigeon nous pose la question suivante, et je le cite. « Nous savons que la plupart des gens ne veulent pas entendre parler de la crise climatique et de ses conséquences. Ils veulent confort et plaisir et les politiciens ne vont certainement pas leur dire ce qu'ils ne veulent pas entendre. La planète sera inhabitable pour la prochaine génération si nous ne prenons pas des mesures plus drastiques maintenant en avertissant la population des conséquences de 500 parties par million en 2050 comme nous faisons pour COVID. Selon les climatologues, 500 parties par million entraîneront l'extinction de l'humanité. Pourquoi ne voulez-vous pas avertir à temps pour sauver l'humanité comme vous faites pour COVID? Est-ce normal? Est-ce éthique? Est-ce humain? » Fin de la citation. Oui, merci beaucoup, Maître C.A. Donc, Monsieur Pigeon, je vous remercie pour votre question. Je pense que vous avez raison de dire que malgré la pandémie, la crise climatique, elle est toujours présente. Ça ne s'est pas disparu. Au contraire, on peut même penser que plusieurs des événements, dont même la COVID, pourraient être associés à la crise climatique, étant donné tous les changements qui se font au niveau des saisons, au niveau des événements climatiques extrêmes, mais aussi dans les milieux naturels et une certaine possibilité de propagation là, liée avec ces changements-là. Ceci étant dit, vous comprendrez que présentement, on est dans une urgence sanitaire. On essaie de trouver toutes les solutions comme maire et mairesse pour soutenir nos populations pour qu'elles soient en sécurité, pour qu'elles puissent manger, avoir un toit au-dessus de leur tête. Mais en aucune manière, ça veut dire qu'on oublie les objectifs que nous avons tous et toutes. Et bien sûr, pour ce qui est de la Ville de Montréal, on a toujours l'intention de présenter prochainement notre plan climat pour atteindre notre objectif de 55 de réduction de gaz à effet de serre pour 2030. Ça tient toujours, mais évidemment, il faut choisir le moment pour que les gens soient à l'écoute. Et présentement, je pense qu'on est beaucoup dans le quotidien et on essaie de gérer les courbes. Alors, on entend votre préoccupation, elle est partagée par l'ensemble des membres du Conseil. Et puis, on va continuer de poser des gestes et d'interpeller, et je vous invite à le faire, d'interpeller les gouvernements supérieurs qui ont également une grande responsabilité quand il est question de lutte au changement climatique. Merci. Alors, la deuxième question nous arrive de M. Bruce Walker du groupe écologiste STOP. Alors, M. Walker nous pose la question suivante. Je veux poser 2 questions concernant l'application de votre excellent règlement 2008-47 sur l'assainissement des eaux. Premièrement, avez-vous publié récemment un rapport de suivi sur l'application de la réglementation métropolitaine sur l'assainissement des eaux? Et deuxièmement, si oui, pourriez-vous me faire parvenir un exemplaire de ce document par la poste? Merci beaucoup, Maître C.A. Monsieur Walker, merci pour votre question. C'est vraiment gentil de prendre le temps de nous féliciter pour le règlement. Ça fait plaisir parce qu'effectivement, il y a beaucoup de temps et d'énergie qui sont mis là-dedans et on sait à quel point vous êtes un citoyen engagé qui suivit de près l'avancement et la qualité des actions qui sont mises de l'avant concernant l'air, mais aussi l'eau. Alors, pour répondre à votre question, oui, le rapport 2018 a été rendu public après le comité exécutif du mois de juin 2020 et il est disponible sur le site Internet. Écoutez, ce qu'on pourra faire, je suis sûre qu'on a votre adresse, on pourra vous transmettre le lien vers le rapport, mais vous pourrez le consulter sans problème, M. Yedoni, peut-être de s'assurer qu'on envoie le lien à M. Walker. Merci. Alors, troisième et la dernière question nous arrive de M. Guy Turcotte de SOS Forêt Fernand Séguin.
Alors, M. Turcotte nous dit ce qui suit. Prétendument, en réponse à des poursuites judiciaires, les élus de la MRC de Roussillon ont récemment adopté un projet de règlement PR 215 visant à modifier son schéma d'aménagement révisé afin d'y apporter des modifications importantes aux dispositions relatives à l'affectation, conservation viable des aires situées dans le corridor forestier Châteauguay-Léry. Les modifications proposées entraîneraient la perte de 45 à 70 des milieux naturels visés qui seraient détruits pour des fins de développement résidentiel et ce qui perturberait les écosystèmes naturels restants. Dans un contexte où le PMAD, afin d'atteindre ses objectifs de protection des milieux naturels terrestres, demande aux MRC et aux municipalités de définir des usages compatibles à la protection des bois métropolitains et en considérant le très faible couvert forestier actuel dans cette MRC, ainsi que de la haute valeur écologique reconnue du corridor Châteauguay-Léry, la CMM trouverait-elle que ces modifications proposées au schéma d'aménagement seraient plus appropriées pour des régions dites de villégiature plutôt que dans un des derniers milieux naturels de la première couronne sud de Montréal? Voilà. Merci beaucoup, Maître Céa. Et pour répondre à la question de M. Turcotte, je vais demander à M. Yezoni, le directeur de la communauté métropolitaine de Montréal, de prendre la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, bonjour, M. Turcotte. Merci pour votre question. Comme vous le savez, la CMM reçoit tous ces projets de règlement et ils sont analysés en fonction des orientations, des objectifs et des critères du PMAD. Je dois vous dire que nous surveillons tout particulièrement le volet des règles de protection applicables au niveau des bois et corridors forestiers. Et il doit y avoir une protection supérieure à 50 du milieu visé. Alors, l'équipe d'aménagement va faire son analyse, mais soyez sans crainte, la protection des milieux naturels est un objet important pour la CMM et pour la MRC. Et vous n'êtes pas sans savoir que la MRC ainsi que la CMM sont solidaires dans une poursuite du promoteur sur certains des bois visés par la modification du schéma pour une poursuite en dommages de 45 millions. Donc, nous suivons la situation de très près. Nous allons livrer nos commentaires à la MRC et par la suite, il y a une consultation publique à la MRC. Vous pourriez encore faire part de vos commentaires et n'hésitez pas à nous appeler pour toute autre information supplémentaire. Merci. Merci beaucoup, M. Yedzoni. Et c'est ce qui met fin à la période de questions du public. Nous allons maintenant entrer dans les présentations. Comme Massimo le disait tout à l'heure, la présentation sur le port de Montréal par sa présidente directrice générale est remise. On va passer au rapport de la Commission du logement social sur le règlement type et guide sur l'inclusion. Vous me permettrez de prendre la parole pour introduire ce travail quel beau travail qui a été fait vraiment par la Commission du logement social. Là, je félicite tous les membres qui ont travaillé là-dessus et je pense que ça arrive à un moment important, au bon moment, c'est le cas de le dire. Vous avez sûrement vu dans les nouvelles que le travail que moi-même, la mairesse de Montréal, mais également du maire de Québec, le maire de Gatineau, on a fait beaucoup de travail de représentation pour demander au gouvernement là, de trouver une solution pour l'entente bilatérale sur le logement. On parle de 1,8 milliard de dollars qui doit être injecté dans l'habitation au Québec. Les besoins sont grands et oui, les grandes villes, mais je sais aussi que ce sont des problématiques qui touchent les plus petites villes. Parce que oui, des gens qui ont de la misère à se loger, il y en a partout. Il ne faut pas le négliger aussi dans les plus petites municipalités parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est que les gens restent dans leur milieu. C'est l'idéal, c'est ce qu'on souhaite. Alors, très fière de cette entente. Maintenant, si je peux me permettre, des discussions avec vos collègues provinciales, je vous demanderai peut-être de rappeler l'importance des programmes qui existent déjà au Québec. Je pense entre autres à Accès Logis, un programme qui est très, très efficace, qui existe depuis 25 ans, qui nous a permis de créer des milliers d'unités de logement partout au Québec. Alors, comme on dit, quand il y a quelque chose qui marche bien, là, il faut continuer à l'utiliser. Et en ce moment, ce n'est pas un nouveau programme dont on a besoin, c'est d'injecter de l'argent dans des programmes existants qui fonctionnent pour sortir des unités le plus vite possible pour nos populations plus vulnérables, entre autres choses. Alors, je vous invite en tout cas à prendre connaissance de cette petite problématique.
qu'il n'y en ait pas nécessairement une, on va voir, mais on souhaite vraiment que le programme Accès Logis demeure. Et on souhaite également qu'il y ait de l'argent d'injecter pour rénover les bâtiments existants. Parce que, bon, construire du neuf, oui, mais si on peut rénover, c'est très, très souhaitable. Alors, bravo à tout le monde. La CMM a été toujours très proactive au niveau de la défense comment dire, pour le droit à avoir un toit au-dessus de sa tête et de couvrir les besoins de l'ensemble de la population de la CMM. Et c'est tout à notre honneur. Donc, bravo tout le monde. Et puis, on continue. Voilà. Et là-dessus, je vais laisser... qui nous fait la présentation, Massimo? Monsieur Stéphane Williams. Oui, Monsieur William, la dernière fois, vous m'aviez fait ça, ça avait été... 10 minutes, 10 minutes. Au CE. C'est parfait parce qu'on veut aussi les Ça va prendre à détails. peu près le même temps, Madame la Présidente. C'est parfait. Alors, on vous laisse aller, Monsieur William. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Il me fait plaisir de vous présenter les rapports des travaux de la Commission du logement social dans le cadre de 2 mandats que le comité exécutif lui avait confiés. Le premier rapport que je vous présente aujourd'hui porte sur le mandat en matière d'inclusion du logement social, abordable et familial. Le deuxième rapport est celui réalisé dans le cadre du mandat permanent de suivi financier des remboursements de la CMM en logement pour l'année 2019. J'ai eu le plaisir de présenter ces 2 dossiers au comité exécutif la semaine dernière. Depuis lors, il y a eu une annonce importante concernant le dossier de l'entente Canada-Québec. Nous y reviendrons. Un premier mandat exploratoire sous l'inclusion avait été confié à la Commission en 2018. La Commission s'est réunie à 4 reprises dans le cadre de ce mandat initial. Devant l'intérêt des villes, nous avions mesuré dans un sondage. Vous nous aviez confié en avril 2019 un second mandat élargi en matière d'inclusion. Pour répondre aux attentes des villes, la Commission a produit un guide et un modèle de règlement d'inclusion que je vous présente brièvement aujourd'hui. Les membres de la Commission se sont réunis à 7 reprises dans le cadre de ce mandat élargi. C'est donc dire que les élus de la Commission travaillent depuis près de 2 ans sur la question de l'inclusion. Nous avons aussi ainsi amplement l'occasion d'approfondir la question et de produire des documents qui pourront être utilisés aux municipalités qui souhaitent aller dans cette direction. Par ailleurs, les membres de la table de la CMM, Municipalité en logement social et abordable, ont également été consultés tout au long de ces travaux. Afin, tel qu'évoqué précédemment, le comité exécutif a pris acte la semaine dernière des livrables réalisés dans le cadre de ce mandat ainsi que les stratégies de diffusion. Par la même occasion, le comité exécutif a invité les municipalités de la CMM à se doter d'un règlement d'inclusion adapté à leur réalité locale. Les 2 principaux outils développés par la Commission sont un guide d'élaboration de règlement d'inclusion et un modèle de règlement. Ce sont des outils destinés aux municipalités. Ils ont été conçus de façon à respecter l'autonomie des villes et leur permettre d'adapter le règlement à leur réalité. Le guide documente toutes les étapes à franchir par les municipalités en désirant adopter un tel règlement. Il est détaillé des réflexions qu'une municipalité doit mener en amont à la rédaction d'un règlement, ainsi que les étapes d'adoption et la mise en œuvre d'un tel règlement. Bref, la démarche de A à Z est couverte. Le second outil est un modèle de règlement. Ce modèle faciliterait grandement le travail des municipalités voulant se doter d'un tel outil réglementaire. En effet, il s'agit d'un canevas complet d'un projet de règlement qui peut être aisément complété par une municipalité qui est proposée. Chaque section à compléter est accompagnée d'explications permettant ainsi que chaque municipalité de faire ses choix éclairés et adaptés à sa propre réalité. Enfin, au fil des semaines, le site Internet de la CMM proposera d'autres outils sur l'inclusion, en complément du guide et du modèle de règlement. Par exemple, des fiches d'information présentant des exemples ou des enjeux spécifiques y seront déposés. Vous voyez ici d'une fiche sur l'exemple international en inclusion. À cette lecture, on constate que l'inclusion existe dans plusieurs pays du monde, notamment aux États-Unis où plus de 800 juridictions misent sur cette approche, certaines depuis les années 1970.
Ces outils feront l'objet d'une large diffusion et sont maintenant disponibles sur une page web de la communauté dédiée à l'inclusion. Ainsi, il y aurait dès aujourd'hui mise en ligne du guide et du modèle de règlement. Ces documents seront disponibles sur la page web dans la section Enjeux du site de la CMM. Une infolette sera transmise d'ici peu à tous les détails vous permettant de prendre connaissance de ces outils. Aussi, afin de répondre aux attentes des municipalités, la CMM va procéder à un webinaire qui sera organisé dès cet automne. Passons maintenant au mandat permanent qui, je vous rappelle, vise notamment à assurer le suivi annuel des remboursements de la communauté en logement social et à évaluer l'impact des budgets du gouvernement du Canada et du Québec sur notre mission. Voici quelques faits saillants du rapport. Les remboursements en 2019 pour les HLM publics ont décru légèrement par rapport à 2018, alors que ceux des suppléments au loyer gérés par les offices d'habitation sont demeurés relativement stables. Les remboursements à corporation des habitations Jeanne Mance ont, quant à eux, augmenté en lien avec l'important chantier de réhabilitation. Pour ceux des programmes d'accès-logis, les remboursements ont diminué pour une 4e année consécutive, passant sur la barre des 10 millions. Seulement 800 unités ont été livrées dans le Grand Montréal en 2019. Notamment à raison des normes du programme les programmes sont mal adaptés au coût du marché d'aujourd'hui. Dans son budget présenté le 10 mars, quelques jours avant le début de la pandémie, le gouvernement du Québec a annoncé pour une 2e année de suite qu'il ne financerait pas de nouvelles unités d'accès-logis. La somme de 150 millions annoncée dans ce budget, tout comme la somme de 260 millions qui était prévue dans le budget de 2019, est plutôt consacrée à des projets déjà en développement. Rappelons-le qu'en 2018, le gouvernement du Québec consacrait près de 231 millions à la création de 3000 nouvelles unités d'accès-logis. Je vous rappelle rapidement que la Commission s'est mobilisée au printemps afin de proposer des mesures d'urgence et de relance pour faire face à la crise du logement qui est amplifiée par la pandémie. Le comité exécutif avait d'ailleurs adopté le 30 avril dernier une résolution pour transmettre ces demandes au gouvernement. Pour certaines, la réponse fut positive. 1800 unités d'urgence au programme de supplément au loyer ont été annoncées pour le Québec. De plus, les plafonds des loyers admissibles pour les PSL ont été revus à la hausse dans certaines conditions. Certaines dépenses exceptionnelles des offices d'habitation ont été prises en charge par la SHQ. Des sommes additionnelles ont été octroyées pour le soutien communautaire. Nous avons également appris la semaine dernière qu'une entente de principe a été conclue entre le gouvernement du Canada et du Québec et concernant le financement du logement. Cette annonce est positive, mais nous n'en connaissons pas encore les détails. La signature de cette entente est urgente afin que les sommes de 1,4 milliard soient transférées le plus rapidement possible pour le besoin des citoyens et citoyennes qui connaissent des difficultés à se loger. Cet argent doit permettre de façon urgente d'assurer la relance du programme Accès Logis, incluant sa révision afin de tenir compte de la réalité des coûts de construction, de la rénovation des HLM. Vendredi dernier, au lendemain de cette annonce et de la séance du comité exécutif de la CMM a réagi par communiqué afin de souligner l'accord de principe Canada-Québec et rappeler l'urgence de rendre disponibles les sommes pour permettre la réalisation le plus rapidement possible des projets dans logements sociaux abordables, tant attendus dans nos villes. La Commission suivrait avec attention le développement de ce dossier si important pour le Québec et notre population dans le besoin. Enfin, d'ici quelques semaines, vous serez invités par la Commission du logement social à un autre webinaire sur les difficultés à se loger dans le Grand Montréal et sur les mesures qui peuvent être déployées pour améliorer la situation dans nos municipalités. Merci pour votre attention. Madame la Présidente, la présentation est terminée. Merci, M. Williams. Plaisir, merci. Mme Plante?
Bon, est-ce qu'il y a des questions? Ah, bon, OK. Excusez-moi, monsieur le directeur. Est-ce qu'il y a des questions concernant la présentation? Peut-être, si vous voulez le mettre dans le chat, idéalement, parce que comme on est nombreux, là, je vois personne. Écoutez, le fait d'avoir un outil comme celui-là, c'est vraiment intéressant. Donc, je vous invite bien sûr à en prendre connaissance puis de regarder ce qui est possible, ce qui est pertinent concernant votre territoire puis vos besoins. Mais je pense vraiment que c'est... En tout cas, moi, je trouve que c'est le genre de trousse d'outils là, dont... qui nous permet, là, nous, les villes, les maires et les mairesses, de pouvoir vraiment, maires et mairesses et l'ensemble des élus, mais de pouvoir justement adapter pas nos besoins, mais de pouvoir trouver des façons réglementaires. Puis on n'a pas toujours des grosses équipes là, qui travaillent sur ces dossiers-là. Donc là, on a comme une marche à suivre ou un chemin. Donc, c'est vraiment super. Merci beaucoup. Et maintenant, Massimo, pour le télétravail, qui va faire la présentation? Oui, c'est Philippe Rivet de l'Observatoire du Grand Montréal. Philippe? Monsieur Rivet est avec nous? Oui, je suis là. Vous oui, bonjour, Monsieur Rivet. Alors, vous allez avoir combien? Vous avez besoin de combien de temps? C'est entre 5 et 10 minutes. Parfait. Puis après ça, on fera des questions. Parfait. Et merci. On vous laisse aller. OK. Donc, bonjour, Philippe Rivet, conseiller en recherche à la CMM. Ce que je vous présente, c'est un résumé d'une note de l'Observatoire Grand Montréal de la CMM qui a été publiée la semaine dernière et qui présente différentes données sur le télétravail et les enjeux qu'il soulève. Donc, la proportion de télétravail, de travailleurs qui font du télétravail quelques heures par semaine a relativement peu varié au Canada dans les années 2000, malgré le développement rapide des technologies de l'information et des communications. Donc, cette proportion est passée de 10 % en 2000 à 11 % en 2008, puis s'est élevée à 13 % en 2018. Jusqu'à ce qu'arrive la crise sanitaire actuelle qui a forcé environ 40 % des travailleurs québécois à expérimenter le télétravail, souvent à temps plein. C'est une proportion qui est similaire à celle qui est observée dans l'ensemble du Canada, aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Europe également. Donc, les dernières estimations de Statistique Canada qui ont été ajustées pendant la pandémie chiffre à environ 39 % la proportion des emplois au Canada qui seraient propices au télétravail. Le télétravail est particulièrement bien adapté pour certains emplois du secteur tertiaire, tels que les secteurs des finances, assurances, des services professionnels, information, industrie culturelle, administration publique aussi. Mais à l'inverse, comme on voit dans le graphique ici, là, il est difficilement applicable pour un grand nombre d'emplois requérant un contact face à face ou les emplois manufacturiers ou plus manuels. Donc, c'est le cas, par exemple, pour la majorité des emplois dans le secteur du commerce de détail, des soins de santé, de la fabrication, tout ce qui est secteur manufacturier, de la construction, l'hôtellerie, la restauration. Donc, il y a un grand nombre aussi d'industries où c'est beaucoup plus difficile, où c'est beaucoup moins propice, en fait, au télétravail. Alors, lorsqu'on applique le modèle développé par Statistique Canada à l'emploi dans le Grand Montréal, on constate qu'environ 40 % des emplois de la région seraient propices au télétravail, ce qui est similaire là, aux résultats obtenus pour l'ensemble du Québec puis pour l'ensemble du Canada aussi. Ça correspond aussi à la part de travailleurs qui étaient en télétravail à la fin mai. Donc, parmi les 5 secteurs du Grand Montréal, comme on voit dans le graphique, là, la proportion des emplois plus propices au télétravail varie entre 33 % dans la Couronne Nord jusqu'à 42 % là, dans l'agglomération de Montréal. Donc, on sait que le télétravail semble se passer de façon plus positive que ce qui était anticipé au départ de la pandémie pour beaucoup de travailleurs et d'entreprises.
Mais à la lumière des différents sondages, on sait que parmi les 40% de travailleurs dont l'emploi est à différents niveaux le plus propice au télétravail, il y a une proportion non négligeable là, qui pourrait vouloir ou devoir retourner progressivement travailler à temps complet au bureau. Les sondages montrent que ça pourrait être particulièrement le cas pour les PME là, notamment. Donc, pour les entreprises qui comptent poursuivre le télétravail, le modèle hybride là, qui intègre à la fois travail au bureau et télétravail semble être celui qui sera davantage là, privilégié là, à la sortie de la pandémie. Donc, si c'est le cas, on peut penser qu'entre 20 et 30% des travailleurs de la région là, poursuivront le télétravail souvent, principalement en mode hybride là, au cours des prochaines années, là, une fois la pandémie derrière nous. Donc, à la lumière de ces données, il semble peu probable, là, du moins pour l'instant, qu'on assiste à un exode important des travailleurs là, vers l'extérieur de la région, puisque les 20 à 30% de travailleurs qui pourraient poursuivre en télétravail auront tout de même à se rendre au bureau 2, 3, voire 4 fois par semaine. Un surplus d'espace à bureau là, au centre-ville pourrait toutefois être constaté là, dans les prochaines années. Il est encore tôt pour se prononcer sur cette question. Là. On est encore en pleine pandémie, mais certains analystes là, parlent d'un surplus qui pourrait peut-être atteindre 15% de la superficie actuelle en bureau. Et puis, en ce qui concerne le marché immobilier résidentiel là, à l'heure actuelle, on entend beaucoup parler des fortes hausses de ventes là, à l'extérieur de la région, notamment dans des milieux de villégiature autour du Grand Montréal. Mais il est aussi important de mentionner que le marché du Grand Montréal a également été très actif et a même atteint des records, là, notamment en termes de croissance des prix là, au cours de l'été. Donc, il y a un marché aussi très, très, très actif là, dans le Grand Montréal. C'est sûr que là, présentement, on voit notamment dans les médias, parce qu'il y a beaucoup de milieux où c'était beaucoup moins actif. Là. Il y a à l'extérieur de la région, là, il y a une augmentation, mais ça demeure des plus petits marchés. Mais de façon générale, plus ou moins de la moitié là, des ventes et des mises en chantier résidentielles au Québec au cours de l'été ont été observées dans le Grand Montréal. Donc, on va continuer à suivre la situation, mais rien indique là, actuellement que le télétravail hybride, là, comme il se dessine là, pour le futur, qui toucherait 20 à 30% des travailleurs, amènerait un exode là, des ménages là, hors de la région dans les prochaines années. Du côté des émissions de GES, l'augmentation de la pratique du télétravail comparativement à l'avant-pandémie pourrait avoir un effet positif en venant diminuer le nombre de déplacements domicile-travail. Par contre, les gains environnementaux pourraient être minimisés si la distance moyenne des déplacements domicile-travail augmentait ou si on assistait à un transfert modal là, du transport durable vers l'automobile. En dernière diapo, il est pertinent, je pense, de rappeler que dans un contexte où le télétravail et donc le temps passé à la maison là, devrait prendre plus de place dans la vie de plusieurs travailleurs dans les prochaines années, la densification intelligente qui permet notamment de protéger les milieux agricoles, naturels, favoriser le transport durable, est compatible avec une mixité de l'offre en termes de typologie de logement et de taille de logement. Se rappeler que la densification intelligente, ce n'est pas un synonyme nécessairement de construction de petits logements en tour d'habitation, mais ça axe davantage vers le développement de quartiers complets, mixtes, qui peuvent regrouper à la fois des maisons en rangée, du jumelé ou différents types d'édifices à logement.
Puis, actuellement, le Grand Montréal, comme on voit dans le graphique en bas, présente une bonne diversité là, en matière de logement. On a environ 60% des logements en plex ou en immeubles à appartements de tout type, là. Il y a environ le 30% des logements qui sont des maisons individuelles, puis on a un petit peu moins de 10% là, qui sont des maisons en rangée ou des jumelées. Donc, merci. Puis, comme on est encore, je veux juste finir pour dire que comme on est encore dans la pandémie, c'est un petit peu difficile. C'est difficile de voir avec justesse là, ce qui va rester du télétravail après la crise. Tout porte à croire qu'il va prendre de l'importance. Avec ce qu'on voit dans les sondages, beaucoup de gens apprécient, mais tout porte à croire aussi que en fait, il faut garder en tête aussi que c'est probablement un modèle hybride là, qui s'en vient. Les gens vont continuer à devoir venir au bureau. Et puis, ça va toucher aussi, ça ne touchera pas l'ensemble des travailleurs. Comme on l'a vu, il y a beaucoup de travailleurs, même au plus gros de la crise, il y a 40% des travailleurs qui faisaient du télétravail. Donc, des fois, ça vient un petit peu relativiser tout ça, mais on va continuer à suivre ça là, dans les prochains mois et années. Donc voilà, merci. Merci beaucoup. Je pense que la parole est à Massimo. Restez pas loin là, parce qu'il y a quelques questions. Donc, Guillaume. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'aurais une petite question. Est-ce que vous avez été un peu plus loin dans votre raisonnement? Je voudrais comprendre pourquoi que sur les couronnes, qui pourtant on a souvent des jeunes familles, pourquoi qu'il y a eu, j'ai regardé le pourcentage de télétravail versus Montréal ou Laval, Longueuil, et pareil, quasiment une dizaine de pourcents de moins. Est-ce que vous avez fait des scénarios, d'essayer de comprendre pourquoi? Parce que vu qu'on a des jeunes familles, il y en avait qui étaient prêts avec des enfants. Ou, je ne sais pas si vous avez des résultats à ça. Est-ce qu'on va pouvoir avoir la présentation? Oui, certainement. Cool. Pour répondre à votre question, en fait, ce qu'on regarde, c'est les emplois, c'est les emplois par lieu de travail. Donc, c'est les emplois qui sont sur la couronne nord. Là, ce qui a été analysé, c'est combien de pourcentage de ces emplois-là peuvent se faire en télétravail. Donc, ce n'est pas tant les travailleurs qui demeurent en couronne nord, par exemple, je prends la couronne nord, mais c'est plutôt les emplois qu'on y retrouve. Et puis, la structure d'emploi dans les couronnes, notamment, il y a un petit peu plus, le pourcentage de manufacturiers est un peu plus élevé que ce qu'on retrouve, par exemple, à Montréal, où, par exemple, le centre-ville vient aussi beaucoup, a un impact important, là, parce que beaucoup d'emplois... Vous avez déjà répondu à ma question avec votre prémisse, c'est excellent. J'avais mal compris, mais là, j'ai bien compris. Merci. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Est-ce que j'ai d'autres membres du Conseil qui souhaitent prendre la parole? Je vois personne dans le chat. Je vérifie. Pas long. Non, tout est beau. Bien, écoutez, merci beaucoup pour la présentation. C'est fort instructif. Évidemment, on va suivre la situation de près puis l'évolution la situation, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup. Ça nous amène à notre troisième présentation qui est le suivi sur le RCI métropolitain sur les zones inondables. Et à ce moment-ci, Massimo, qui va prendre la parole dans ton équipe? Massimo, tu es en mute. Oui, Madame la Présidente, je vais prendre la parole et puis Cédric et puis Nicolas vont m'accompagner. Mais juste avant, peut-être, Philippe va vous afficher les prochains travaux qu'on va faire, qu'on va vous transmettre aussi. Il y a une analyse sur les changements climatiques qui s'en vient, sur les comportements des citoyens dans le cadre des travaux de la Commission sur l'environnement, qu'on a parlé en réponse à M. Pigeon. Donc, on va regarder ce que la population des 5 secteurs pense et quels sont les comportements à apporter. Et on continue nos travaux sur la demande en habitation. Donc, dans les travaux que Philippe est en train de faire, comment va se comporter la demande? On aura des résultats en novembre. Il y a le suivi des cibles du PMAD. Et évidemment, comme vous le savez, là, on devrait tomber en consultation sur le plan stratégique de développement de la RTM. Donc, c'est les 4 dossiers là, qui vont alimenter nos travaux en matière d'aménagement. Merci là-dessus. Est-ce qu'on peut maintenant remettre la carte
Sur les rives de Deux-Montagnes, oui. Alors, brièvement, je vous fais un suivi sur le règlement de contrôle intérimaire. Premièrement, on a reçu la réponse du gouvernement. Je résume. Nous sommes conformes sur les côtes du fleuve Saint-Laurent, mais on a des enjeux avec le lac Saint-Pierre, qui est à l'extérieur du territoire de la CMM. Et suite à une rencontre avec le ministère de l'Environnement, nous allons rencontrer les MRC riveraines à la CMM pour partager notre méthodologie et nos modèles et revenir au ministère de l'Environnement pour avoir une vision d'ensemble du fleuve avec nos rives immédiates et les MRC qui sont à côté de celles de la CMM. Le deuxième enjeu, c'est la situation sur la MRC de Deux-Montagnes. Nous avons une proposition suite à des discussions avec le gouvernement du Québec à faire relativement au statut des zones inondables des rives de Deux-Montagnes et des statuts différents de chacune des municipalités. On va faire ça brièvement. Je ne sais pas si c'est Cédric ou Nicolas ou les deux. Simplement vous expliquer les enjeux de ces rives-là et la solution que nous allons proposer au gouvernement. Parfait, merci M. Ielzoni. Je vais laisser la parole à Nicolas tout à l'heure pour tout ce qui est là, des enjeux particuliers sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes. Au niveau du processus qu'on s'est engagé au niveau de l'acceptation du RCI, on est présentement en discussion. Là, on aura des rencontres au niveau hebdomadaire avec le ministère de l'Environnement, également avec la MRC de Deux-Montagnes. Donc, on va demander de mettre en place un comité conjoint là, de manière à ce qu'on puisse dévoiler là, les propositions de solutions qu'on a pour le territoire parce que pour nous, il est clair là, que la situation de la MRC de Deux-Montagnes, elle est particulière et il y a des municipalités qui sont plus avancées que d'autres au niveau de leur structure d'ouvrage de protection pour les milieux, les milieux inondables. Donc, dans ce sens-là également, de ce que nous demande le MAMACH, c'est de considérer la problématique là, de cette MRC-là dans son ensemble. Et je vais laisser la parole à mon collègue Nicolas Millaud qui va vous exposer un peu les différents enjeux selon les municipalités. Oui, merci Cédric. Bonjour à tous. Très rapidement, donc, 4 municipalités là, sont au centre de notre analyse. Si je pars de l'est vers l'ouest, simplement je pense du contexte le moins compliqué à celui qui requiert plus d'attention. Donc, municipalité de Deux-Montagnes, on a une digue qui a été complétée. Il reste des travaux d'ordre esthétique à faire sur l'ouvrage, des travaux qui ont été approuvés par le ministère de l'Environnement. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, donc on connaît peut-être mieux étant donné qu'il a été davantage médiatisé, donc une digue qui a été reconstruite en urgence suite aux inondations de 2019. Les travaux doivent se terminer cet automne. Bien entendu, un ouvrage qui a été lui aussi approuvé par le ministre de l'Environnement, mais dans le cadre d'un décret qui a permis de soustraire le projet de digue au processus d'évaluation environnementale et d'autorisation environnementale, pardon. Si je me déplace vers l'ouest, donc on a Pointe-Calumet. Pointe-Calumet qui est une particularité, donc une municipalité qui, à peu près à 95%, se trouve à être entourée d'ouvrages de protection. On les voit très bien sur la carte. Donc, on a des ouvrages en front de lac, donc qui donnent sur la rive, qui sont en cours soit de rehaussement ou de complet, dans le fond, de s'assurer de la complétion du travaux. Là, vous voyez, il y a un petit trou là, dans le milieu de l'ouvrage, donc pour s'assurer que vraiment on aurait une structure qui protège l'ensemble de la population par le lac. Mais sinon, on a des enjeux d'arrivée d'eau par l'intérieur des terres. Donc, à l'est, à l'ouest ou au nord, on peut avoir des entrées d'eau. Ce sont présentement des rues ou des pistes cyclables qui jouent un rôle de protection. Bien entendu, on doit s'assurer qu'elles sont capables de jouer ce rôle de protection-là et surtout qu'elles sont construites de manière complémentaire avec la digue en front de lac. Et finalement, Saint-Joseph-du-Lac, qui lui connaît une remontée des eaux du lac. Ben, vous voyez, là, il y a une place avec davantage de milieux boisés ou de milieux humides. Donc, c'est un ruisseau. Il y a de l'eau qui part du lac et qui remonte vers la municipalité de Saint-Joseph-sur-le-Lac. Saint-Joseph doit protéger ses citoyens, mais les travaux que Saint-Joseph doit faire auront aussi comme impact de compléter le système de protection pour Pointe-Calumet. Donc, on a vraiment une MRC qu'on doit regarder dans son ensemble. On ne peut pas analyser cas par cas chacune de ces municipalités-là et avoir des mesures de protection qui seraient incohérentes les unes avec les autres.
Donc, les travaux qu'on fait présentement, en collaboration, bien entendu, avec le ministère des Affaires municipales qui nous a demandé, dans le cadre du RC, de travailler sur cette question-là, mais aussi avec le ministère de l'Environnement, c'est d'avoir une démarche qui nous permettrait, à terme, d'en arriver à ce qu'on pourrait appeler un cadre réglementaire complet et adapté à la situation des secteurs protégés. Ce cadre réglementaire-là, essentiellement, c'est quoi? Premièrement, c'est une cartographie. La cartographie doit permettre d'identifier les secteurs qu'on appellerait protégés. Donc, l'idée, et je pense que c'est un nouveau jargon qu'on va devoir intérioriser, on ne soustrait pas les municipalités ou les secteurs protégés des zones inondables. On leur donne un statut de territoire protégé qui permet donc d'alléger les normes en termes d'aménagement de la zone inondable. Et dans l'esprit du gouvernement du Québec, tant que de la CMM, on parle bien entendu de protéger des zones déjà urbanisées, donc des secteurs où il y a des populations existantes qui méritent à être protégées. Donc, premièrement, une carto qui permet d'identifier ces secteurs-là. Et le deuxième élément, bien entendu, c'est un cadre normatif qui, lui aussi, est adapté. Donc, on pourrait penser à des mesures d'immunisation revisitées pour tenir compte du secteur protégé et de mesures accrues, notamment pour protéger la vie, la sécurité des personnes. On vient souvent sur cet exemple-là, mais il est assez révélateur. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on est content que les inondations n'aient pas eu lieu pendant la nuit. Il y aurait pu avoir des résultats un peu plus dramatiques. Donc, des systèmes d'alerte plus performants pour tenir compte du risque particulier qui est celui de la rupture d'un ouvrage et qui n'est pas celui d'une inondation classique par simple remontée des eaux. Donc, on travaille là-dessus. On est en cadre d'un projet pilote avec la MRC de Deux-Montagnes. On est appuyé pour nos travaux au niveau méthodologique, surtout par le CEREMA, une institution publique française spécialisée dans les gestions de risques d'inondation. Et on est en discussion avec le gouvernement pour un calendrier quand même assez serré pour trouver une solution rapidement à cette problématique-là, notamment dans le cadre transitoire sur le modèle de gestion des risques d'inondation au Québec. Merci. Merci. Pour compléter, cette semaine, nous avons reçu l'assurance que notre contrat de cartographie se poursuivait dans le cadre du nouveau plan d'inondation. Voilà, Madame la Présidente. Merci beaucoup. J'aimerais savoir, oui, s'il y a des gens des membres qui ont une question, et j'ai Mme Gosselin. Christine? Oui, bonjour. Bonjour, j'ai une question pour Nicolas. J'aimerais savoir si on a des projections quant à l'effet sur l'écologie globale du lac des Deux-Montagnes, de l'étendue, de l'envergure de ces mesures de protection. Donc, on sait qu'elles sont là pour protéger l'urbanisation, mais en contrepartie, est-ce qu'on fait des recherches pour savoir quel est l'effet sur le lac d'avoir ces ouvrages? Parce que, bien sûr, c'est dans les 15 mètres de rive, là, de berge que ça se passe. Donc, est-ce qu'on a ces études pour nous dire quelles seront les conséquences? Très bonne question. Donc, premièrement, réponse en deux temps. Il y a une préoccupation souvent dans le monde de la protection contre les inondations, c'est de s'assurer que l'eau qu'on empêche d'entrer dans la zone inondable ne va pas aller inonder le voisin. Donc, première préoccupation tout à fait pertinente et à ce titre, la gestion du lac des Deux-Montagnes nous permet d'envisager de la protection parce que le système est très, très grand. Donc, la quantité d'eau qu'on empêche de rentrer dans la plaine inondable elle n'est pas nulle, mais elle est insignifiante par rapport au volume d'eau du lac. Donc, le rehaussement du lac là, se calcule à l'ordre du millimètre. Là, donc, il n'y a vraiment pas de préoccupation là-dessus. Au niveau des enjeux environnementaux, là, sur le fait d'amener des mesures de protection, donc, premièrement, tous les travaux qui sont réfléchis sont des travaux qui ne se passent pas dans le littoral. Donc, le milieu aquatique là, du lac en lui-même n'est pas visé par les différents projets. Et d'autre part, comme vous l'avez vu sur les photos, il y a beaucoup de secteurs riverains dans le secteur métropolitain qui sont déjà emmurés, déjà endigués, avec déjà une structure artificielle. Et dans la municipalité de Pointe-Calumet, qui a déjà commencé une partie de ces travaux, on a justement profité de ces travaux-là pour intégrer du génie végétal, pour avoir une qualité de milieu côté lac qui est de loin supérieure à l'état du mur un peu délabré qui était là auparavant. Donc, je pense que, notamment là, dans le cas de Saint-Joseph-sur-le-Lac, on va sans doute, comme pour Sainte-Marthe-sur-le-Lac, insister sur l'importance d'agir rapidement et de ne pas attendre les 2 ou 3 ans pour impliquer des évaluations environnementales là, complètes. Ceci dit, le ministre peut tout à fait, par décret, demander à ce que les travaux intègrent des éléments de génie biologique, génie écologique, comme on le voit là, à Pointe-Calumet. Donc, je vous dirais, présentement, je pense que dans le cas où il y a des murs déjà existants, on peut voir l'ajout de structures de protection comme étant une chance de revaloriser la qualité écologique du lac et non pas de la dégrader.
C'est encourageant comme réponse, merci. Est-ce que j'ai d'autres membres du Conseil qui souhaitent poser une question? Monsieur Charon, Pierre. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Tantôt, on a mentionné d'un comité conjoint là, avec le ministère de l'Environnement, la MRC de Montagne. On vise quand à peu près? C'est-tu en marche? Moi, je n'ai pas eu de nouvelles là-dessus. Là. Alors, ça va être en marche à partir de la semaine prochaine. OK, vous me permettez? J'ai une rencontre aujourd'hui avec la MRC. Je peux donner l'information? Oui, je pense que votre préfet est très au courant. OK, parfait. Merci beaucoup. D'accord, Monsieur Charon. Merci. Et j'ai deux personnes qui souhaitent prendre la parole. Tout d'abord, Guy Pilon et Martin Danfous. Guy? Bon, merci, Madame la Présidente. Bon, premièrement, je suis heureux d'entendre que c'est pas parce qu'on fait des ouvrages de murets de stabilisation que ça va inonder tout le monde dans la province de Québec. J'exagère un peu. Mais ça fait des années qu'on nous rentre dans la tête que même dans une ville, quand on bloque une chose, ça veut dire que les conséquences sont fantastiques. Là, je me rends compte que malgré que tout le côté nord va être protégé, bien, ça ne change rien sur le côté sud. C'est-à-dire, nous autres, c'est bien sûr Rigaud, Rivière-Baudette. Je vais parler pour les villes de la CMM. Là. Je vais parler pour Vaudreuil-Dorion, Pincourt, L'Île-Perrot, Notre-Dame. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on ne nous, excusez-moi, rabattre plus les oreilles avec le fait qu'on ne peut pas rien faire parce qu'à ce moment-là, vous allez inonder ailleurs. Je suis tout à fait conscient, et c'est ce que je pensais aussi, que ce n'est pas parce qu'on fait un mur de protection le long de la baie de Vaudreuil que ça va inonder automatiquement ce qui se passe à Oka et ailleurs. Est-ce que ça veut dire, étant donné que ces travaux-là sont faits, est-ce que ça veut dire que nos demandes de protection côté sud vont être plus faciles à accepter et au moins, il y aurait plus cette chose qu'on nous disait constamment, il faut tout faire les calculs, puis vérifier, puis la patente. Est-ce que maintenant, on peut penser que le côté sud de la rivière des Outaouais, à partir du barrage de Carillon, va pouvoir bénéficier de protection parce que eux autres ont été affectés, puis je suis bien, bien conscient. Là. Ça n'a pas été de la rupture de la digue, je pense que Sainte-Marthe n'aurait pas été affecté, mais il l'a été, c'est comme ça. Mais dans mon cas, moi, j'avais presque 2 km de protection avec des jerseys, des bancs de terre. On connaît l'histoire de Rigaud d'ailleurs. Je répète ma question. Est-ce que ça va faciliter nos demandes? Parce que je suis content d'entendre aussi que le ministère de l'Assemblée est un peu plus ouvert. Et je suis extrêmement content quand vous dites, M. Milo, c'est ce que je dis depuis des années, c'est que est-ce qu'on est mieux pour la pollution de laisser de la terre, de la brique, du béton, des arbres déboulés dans le lit de la rivière que plutôt mettre une protection puis empêcher que tout ça se passe. Là. Fait que, bon, ma question de base, c'est est-ce que ça va faciliter le côté sud de la rivière des Outaouais? Est-ce qu'on va pouvoir plus facilement obtenir des permissions de faire des travaux? Je vais répondre pour la question politique, M. Pilon, puis M. Millot pour le faire, et Cédric également. Alors, je vais répondre simplement que nous avons demandé l'année dernière, vous le savez, d'intervenir sur l'ensemble de la rive de la MRC de Deux-Montagnes dans le cadre de la gestion du risque. Donc, qui permet d'identifier les risques et, selon les risques, d'avoir les conditions appropriées. On arrive à la mise en œuvre de cette résolution depuis nos rencontres avec le ministère de l'Environnement et avec une rencontre avec le ministre et le préfet de Deux-Montagnes, je pense que c'est la semaine dernière, il me semble, ou non, en début de semaine. Donc, le projet pilote qu'on mène, c'est probablement celui qui va permettre de pouvoir mettre en œuvre ce nouveau cadre pour l'ensemble du Québec et en particulier pour l'archipel, donc votre problématique chez vous. Donc, il faut qu'on passe par le cas de Deux-Montagnes pour pouvoir l'appliquer ailleurs. C'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui. Et ce qu'on essaie de faire en même temps, c'est d'accélérer les échéanciers du gouvernement pour le nouveau cadre normatif. Et le ministre a semblé très ouvert à avoir le cas de Deux-Montagnes comme un projet d'innovation pour pouvoir à la fois avoir une réglementation dans laquelle on intègre des ouvrages et des nouvelles conditions pour permettre, évidemment, aux droits acquis, donc aux immeubles qui sont déjà là, de pouvoir
avoir des conditions en arrière des secteurs protégés. Qu'est-ce qui a parti tout le bal? Je vous rappelle, c'est le décret de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et la différence de statut pour chacune des villes riveraines à Sainte-Marthe. Donc, on s'approche, M. Pilon, de quelque chose qui va ressembler à un échéancier beaucoup plus rapproché qu'éloigné pour traiter toutes les villes avec les mêmes problématiques avec le nouveau cadre normatif qu'on propose. Si je peux rajouter, M. Yezzoni et M. Pilon, dans le sens que vous le dites, effectivement, là, dès le départ, l'analyse que les élus là, de la communauté métropolitaine nous ont demandé, c'est de faire l'analyse du lac des Deux-Montagnes. Et nos hydrologues, ce qu'ils nous disent, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'enjeu de retenue là, quand on pose des ouvrages de protection sur le lac des Deux-Montagnes au complet. Par exemple, lorsqu'il y a eu le bris de digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, il n'y a pas eu d'effet sur le lac des Deux-Montagnes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu moins d'eau. Je veux dire, le lac est capable d'en prendre. Donc, c'est une situation de lac. Quand on parle de rivière, et là où les débits sont un petit peu plus rapides, bien, à ce moment-là, il faut faire des analyses un peu plus poussées. Mais en ce qui concerne le lac des Deux-Montagnes, c'est une autre paire de manches au niveau de ce que les hydrologues peuvent nous dire. Je ne sais pas si, Nicolas, tu as des choses tu pourrais rajouter quelque chose là-dessus? Bien, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que la solution proposée, puis l'ouverture que M. Pilon, vous voyez par rapport à d'autres projets, ça repose d'abord et avant tout sur le résultat d'une analyse concrète, située, qui a été faite avec la MRC de Deux-Montagnes. Donc, les caractéristiques, Cédric, au niveau hydrologique du lac vient de dire, sont les mêmes chez vous que pour la MRC de Deux-Montagnes. Donc, sur ce point-là, il n'y aurait pas lieu de s'y objecter. Et après ça, bien, l'analyse de la rive, on l'a faite, on est allé observer donc des coins chez vous qui seraient similaires à ce qu'on voit à Deux-Montagnes, donc serait traité de la même manière. C'est sûr que si on parle d'aller faire un ouvrage de protection dans un milieu naturel, par exemple dans le parc d'Oka pour aller protéger quelque chose, l'analyse serait différente et les résultats seraient différents. Mais je pense que le gros gain qu'on fait par rapport à la situation avant, c'est que le ministère de l'Environnement avant appliquait simplement mur à mur une approche sans aller voir concrètement sur le terrain qu'est-ce qui se passait. Et ce qu'on est capable de faire maintenant avec les travaux là, de notre bureau de projet sur les inondations, c'est vraiment d'aller voir concrètement la rive. On est à l'échelle du mètre sur la rive pour aller faire un diagnostic très serré. Notre diagnostic du lac est aussi sur les données les plus récentes. Donc, c'est ça la grande différence, c'est qu'au lieu d'appliquer des principes mur à mur, on est capable d'aller faire des analyses situées pour trouver la bonne solution à la bonne place. Merci. Est-ce que je peux poser une autre question, Madame la Présidente? Bien, écoutez, oui, vous me faites ça vite pour que je puisse laisser la parole ensuite à M. Danfous, puis j'ai d'autres personnes, mais allez-y, vas-y, Guy. Juste savoir, là, j'ai toujours prétendu que le gouvernement devrait fixer une année, c'est-à-dire reprotégez-vous à partir de la ligne des eaux de, je ne sais pas quoi, là, 2000 ou 1990, et à partir de là, vous pouvez vous protéger, recréer le fonds qui était parti s'il y en a, bien sûr, enlever s'il y en a qui dépassent. Mais dans ce que vous avez fait sur le côté nord, est-ce que vous vous êtes fié à une ligne des eaux d'une certaine année ou si vous l'avez fait avec des ouvrages existants? Mais même les ouvrages existants, j'aimerais ça savoir, pas là, éventuellement, elles datent de quelle année? Parce que j'aimerais ça à un moment donné qu'on nous dise, refaites vos choix avec la ligne de telle année, puis de là, on saurait tous ce qu'on a à faire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tout terrain perdu est présentement, et à moins que je me trompe, est irrécupérable. Ce qui fait qu'on a des chemins, nous autres, dans notre cas, là, qui sont en train de se perdre complètement et qu'on ne pourra pas récupérer. Mm-hmm. Nicolas, si tu veux y aller? Ben non, mais je suis tout à fait d'accord avec cette approche-là. À un moment donné, le problème, c'est d'identifier la bonne cote et le bon niveau de protection. Le travail a été fait. Nos ingénieurs ont accompagné les municipalités. Là, Pointe-Calumet travaille présentement un rehaussement de sa digue parce qu'elle était justement trop basse pour se protéger contre les niveaux qu'on a vécu en 2017-2019. On leur a fixé une cote qui est au-delà du 100 ans, qui permettrait de faire face à la fameuse pluie de plus qu'il n'aurait pas fallu qu'ils se reviennent en 2017. Là. Donc, on leur a donné ces informations-là. Les designs techniques ont été faits sur ces mesures-là. On a tenu compte aussi un effet qui les touche davantage que vous, c'est l'effet du vent qui est beaucoup plus présent du côté nord du lac que du côté sud. Donc, on intègre ces questions-là justement pour fixer la bonne cote et donner un message clair à la municipalité sur le niveau de protection qui est attendu. Et je fais un lien et qui va permettre aussi de considérer que derrière un ouvrage, on permet un aménagement, on permet des normes d'aménagement du territoire qui sont cohérentes avec le fait qu'on est protégé. En grande partie, pourquoi? Pour maintenir la valeur des biens immobiliers qui sont sur le territoire.
Pardon. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Martin. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Ledzioni, en fait, je voulais tout simplement, au nom de la MRC Marguerite Duville, remercier sincèrement vos services dans le dossier du RCI. La MRC a eu à faire des demandes dans les derniers jours, les dernières semaines, puis on a eu, honnêtement, là, on a eu un support exceptionnel, sinon remarquable, dans un délai extrêmement court. Et ce qu'on réalise, c'est que dans le cadre du RCI, vos études et analyses hydrologiques sont d'une précision chirurgicale et c'est très, très aidant pour l'ensemble des villes le long du fleuve. Je voulais tout simplement vous remercier. Merci beaucoup, Martin, et merci tout le monde pour vos questions sur ce dossier-là qui nous occupe énormément, qui occupe également la CMM, mais en particulier plusieurs maires qui sont touchés directement là, plus en amont, là, puis du côté nord et sud, mais plus en amont là, de l'île de Montréal. Donc, merci beaucoup tout le monde pour vos commentaires. Et si ça vous va, on va maintenant rentrer dans l'ordre du jour régulier. Et on m'a écrit tout à l'heure pour me mentionner que pour faciliter là, la séance, on nommerait tout de suite un proposeur et un appuyeur. Sylvie Parent, Sylvie qui s'est proposée pour proposer et Yves Corriveau pour seconder. Alors, si ça va avec tout le monde, là, je pense que ça va faciliter, bien sûr, le processus. Je vais, bien sûr, lire l'ordre du jour. N'hésitez pas à vous manifester même avec votre voix, là, parce que je vais lire et ça va être difficile pour moi de voir le chat. Donc, vous pouvez dire j'ai une question ou un commentaire si c'est le cas. Alors, pour le point 1, c'est l'adoption de l'ordre du jour et c'est donc proposé par Sylvie Parent et Yves Corriveau. Madame la Présidente, oui. On va modifier l'ordre du jour pour ajouter le point 4.5 qui sera une nomination à la Commission de l'aménagement. Donc, une nomination à la demande de la Ville de Montréal. D'accord. Alors, un ajout au 4.5, une nomination. Est-ce qu'il y a d'autres changements? Non? Parfait. Alors, c'est donc adopté avec l'ajout du point 4.5. Dans les le 2.1, l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée tenu le 18 juin, il est donc proposé d'approuver avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2020. Les questions, des commentaires? Parfait, c'est adopté. Le 3.1, il est proposé d'informer la Commission de protection du territoire agricole du Québec que pour toute demande d'exclusion d'un lot de la zone agricole formulée par une municipalité en vertu de l'article 65 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ce sont les municipalités régionales de comté qui transmettent un appui pour que la demande soit jugée recevable. Ainsi, pour le territoire de la communauté, le cheminement actuel pour une demande formulée par une municipalité locale doit être maintenu. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? C'est donc adopté. On entre directement dans les 4.1, dans les nominations. Il est proposé de renouveler le 4.1, il est proposé de renouveler en date du 10 novembre 2020 les mandats des 5 administrateurs du conseil d'administration de la RTM nommés par la CMM en novembre 2016 et dont les mandats viennent à échéance en novembre 2020, à savoir Mme Chantal Deschamps et Mme Diane Marleau, ainsi que M. Demers, M. L. Genedy et M. Lewis. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? C'est adopté. Le 4.2, il est proposé de renouveler pour une période de 4 ans les mandats au conseil d'administration du réseau de transport métropolitain, Mme Joanne Savard, à titre d'usager du transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite, ainsi que M. Cardinal, à titre d'usager des services de transport collectif. Questions, commentaires, c'est adopté. Le 4.3, il est proposé de fixer les séances ordinaires du Conseil pour l'année 2021 selon le calendrier 6 juin et de fixer la séance extraordinaire du Conseil pour l'adoption du budget de l'exercice 2022 au 23 septembre 2021 à 10 heures. C'est adopté. Le 4.4, il est proposé de désigner Mme Caroline Duhem pour agir à la place du secrétaire de la communauté en cas de vacance, d'absence ou d'incapacité d'agir de celui conformément aux dispositions de la loi et de l'autoriser à poser tout acte dévolu au titulaire de cette fonction.
C'est adopté. Monsieur le maître CA, est-ce que vous voulez nous faire la lecture du point 4.5? À ce moment-là, je ne l'ai pas devant moi. Alors, il est proposé de nommer à la commission de l'aménagement Mme Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, en remplacement de Mme Suzy Miron, représentante de la Ville de Montréal à la commission. Parfait, merci beaucoup. Pas de questions, commentaires. C'est adopté. Et ça nous amène dans le point 5 des commentaires, rapports et demandes. Et j'aimerais savoir si nous avons des présidentes de commission qui souhaitent s'adresser aux membres du conseil. C'est vrai que dans on n'a pas eu beaucoup la chance, disons qu'on a moins, les commissions se sont moins réunies là, dans les derniers mois. C'est surtout celle de l'habitation qui a été active. Donc, je ne vois pas de personnes qui lèvent la main. Ça nous amène au deuxième, au niveau des membres du conseil. Est-ce que certains membres souhaitent nous partager l'information à ce moment-ci? C'est bon, merci. Et Monsieur le directeur général, souhaitez-vous nous entretenir de quelque chose? Je vais suivre la tendance. Non, merci. Bon, bien écoutez, puis ensuite, dans le point 6, bien sûr, c'est les points d'information. Alors, à ce moment-ci, ce qui met fin à l'ordre du jour. Et, mon Dieu, on a été efficace ce matin? Alors, bien écoutez, sur ce, bien sûr, je vais vous souhaiter une bonne semaine, d'ici à ce qu'on se revoit. Je pense qu'on est tous préoccupés, bien sûr, par l'évolution des courbes de la COVID, des différentes zones. Donc, je nous souhaite bon courage parce qu'on sait qu'on doit faire avec différents défis, ne serait-ce qu'au niveau des consignes, respecter les consignes et l'appel à nos populations pour qu'elles soient résilientes et disciplinées là-dessus. Mais en tout cas, je nous souhaite de ne pas lâcher et de faire tout ce qui est dans notre possible pour protéger notre population, comme on l'a si bien fait lors de la première vague. Alors, lâchez pas tout le monde. Merci. Bonne semaine. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci, à la prochaine. Ciao tout le monde. Bonjour et merci tout le monde.